Good morning! Si je démarrais la photo de zéro avec un budget très limité, voici les setups Sony que j'achèterais et surtout pourquoi. Je vais te donner plusieurs options boîtier plus objectif pour obtenir de très bons résultats sans gaspiller ton argent. Et oui, je le dis tout de suite, le ZV-E10 2 et 1 que beaucoup recommandent est un très mauvais choix pour pas mal de photographes. Donc reste bien dans cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais t'expliquer exactement pourquoi et espérer t'éviter une grosse erreur. Alors si t'es prêt, c'est parti! Allez oh! Ok, on attaque. Il y a tellement d'options que c'est vite débordant et que clairement on a mal à la tête, on ne sait plus comment choisir. Déjà, mets-moi en commentaire ton budget idéal pour ton prochain setup. Je suis curieux. Et si tu as déjà un appareil que tu as en tête. Avant d'aller plus loin, pour faire de bonnes photos dont tu es fier, il y a 3 facteurs importants. Vraiment, il faut que tu les comprennes de suite. Le premier, ça va être tes compétences. Reste avec toi, peu importe ton matériel. Donc la priorité numéro 1, c'est de bosser sur tes compétences. Même au téléphone, avec l'appareil qui est dans ton téléphone, pendant que tu économises pour ton matos photo. Je tiens à le redire, à le souligner, à le surligner parce que c'est pas le matos qui va faire la photo. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, que c'est la première fois ici, mon nom est Pierre Tellenberg, je suis un photographe de voyage et le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro, une formation pas à pas qui a aidé des milliers de photographes à voir, shooter et retoucher des images dont ils sont fiers. Si tu veux en savoir plus sur cette formation, le lien est dans la description, on va travailler tes compétences. Et si tu cherches à maîtriser ton appareil photo, j'ai la formation Sony Alpha qui est dédiée aux appareils photo Sony Alpha. Mais voilà, travaille sur tes compétences. Maintenant que ça c'est dit, abonne-toi sur cette chaîne si justement tu veux plus de tutos gratuits. Deuxièmement, le plus important, ça va être ton objectif. Où est-ce que tu vas aller dans la vie? Avec quel but? Non, je rigole. C'est ton optique. Quelle optique tu vas utiliser sur ton appareil photo? Le marketing veut souvent te faire croire que c'est le boîtier le plus important parce que c'est ce qui se vend le plus. Mais en fait, on a tous entendu parler de ça aussi. Ouah, ton appareil fait des super photos, t'as combien de mégapixels, blablabla. Bla, bla. C'est bien, mais la vérité, en fait, c'est que l'objectif compte beaucoup plus que le boîtier. Les gens ne le savent pas en général. L'objectif est la clé pour un beau bokeh, une faible profondeur de champ, shooter plus facilement en basse lumière et faire ressortir ton sujet. Donc mieux vaut un boîtier moins cher avec un super objectif plutôt que l'inverse. Je tiens à le dire, à le redire. Si tu démarres en photographie, il faut que tu le gardes ça en mémoire. Si tu le sais déjà, dis-le moi dans les commentaires. Ensuite, vient le boîtier. Et oui, le boîtier arrive souvent en dernier pour la majorité des gens. Du coup, on va d'abord parler boîtier, ensuite objectif et à la fin, je t'explique pourquoi le ZV-E10 n'est pas un bon choix pour la photographie. Alors, premièrement, le boîtier. Quand tu choisis ton boîtier, tu as 2 options chez Sony. Le plein format ou l'APS-C. Alors, la différence, c'est le capteur. D'accord? Donc, imagine, ton plein format, c'est comme une grande fenêtre. Ça laisse entrer plus de lumière, entre guillemets. Donc, tu as des fichiers plus propres en basse lumière, moins de bruit, souvent une meilleure plage dynamique. Mais le revers de la médaille, c'est que généralement, c'est plus gros, c'est plus lourd, c'est plus cher. Donc, franchement, quand tu rajoutes ça avec les objectifs, ça commence vite à peser. L'APS-C, c'est un capteur qui peut être comparé à une plus petite fenêtre. La qualité peut être excellente, mais comme c'est un peu plus petit, ça recadre l'image. Tu as une sensation d'être un petit peu zoomé à l'intérieur de l'image. Sur un Sony APS-C, c'est environ 1,5 fois ce recadrage. Donc, ça veut dire que si je prends un 20 mm sur du APS-C, sur le plein format pour avoir le même angle de vue, il va te falloir un 30 mm fois 1,5, 20 fois 1,5. Le plein format va te donner un rendu avec moins de profondeur de champ, à la même ouverture et au même angle à la même distance. En APS-C, pour un bokeh similaire, tu dois souvent ouvrir environ un stop de plus, mais t'inquiète pas, honnêtement, tu peux totalement avoir un bokeh bien crémeux en APS-C et récupérer ce genre de photos. Alors, c'est pour ça que dans cette vidéo, je te montre un setup APS-C pour le meilleur rapport qualité-prix et aussi un setup plein format si tu veux l'avantage de la lumière basse et de la profondeur de champ. Franchement, l'APS-C est tellement bon aujourd'hui que j'ai envie de dire pour 90% d'entre vous, le choix est plus intelligent pour de commencer avec un APS-C. En plus, le setup va être plus petit, ce qui va dire que tu l'emmèneras plus souvent. D'abord, APS-C, on commence par ça. Si tu as un budget serré, je te recommande de chercher de l'occasion. Pas besoin de payer le prix du neuf, tu peux faire de super affaires, du moins cher au plus cher ou du plus ancien au plus nouveau. On commence tout de suite avec le Sony A6300. Ah oui, ça commence à dater, mais c'est un appareil que tu vas trouver autour de 400 € d'occasion. Capteur 24 mégapixels, bon rapport qualité-prix, autofocus solide, 4K.
Bon, boîtier robuste. Pourquoi je l'achèterais? C'est le minimum sérieux qui reste encore moderne, j'ai envie de dire. Pourquoi je l'éviterais? Parce qu'il n'y a pas d'IBIS, de stabilisation du capteur. Et c'est une génération vraiment ancienne par rapport au menu, à l'écran, à la basse lumière, à l'autofocus. Moins agréable, j'ai envie de dire, de manière générale. Mais pas impossible de récupérer des belles photos avec le bon objectif. Sony A6500 ensuite, autour de 500 €. Toujours d'occasion. 24 mégapixels, tu gagnes parce que tu as la stabilisation à l'intérieur de l'appareil. C'est pour ça que je l'achèterai. Si tu ne connais pas, la stabilisation du capteur te permet de shooter avec des vitesses d'obturation plus faibles parce que ça compense tes flous de bouger. Pourquoi je l'éviterai aussi? Parce que c'est un ancien, l'autonomie est moyenne et il est beaucoup moins fluide que les modèles récents, c'est les anciens menus et des petites batteries. Ensuite, on a le Sony A6400 de 700, autour de 700 € d'occasion qui date de 2019. On a 24 mégapixels aussi, mais on a un gros progrès avec l'autofocus, le tracking, l'écran qui se retourne. C'est pour ça que je l'achèterai pour cet excellent autofocus. Pourquoi je l'achèterai pas? Parce qu'il n'y a pas d'IBIS, c'est-à-dire de stabilisation, et la vidéo à main levée en photo, ça va se sentir. L'autonomie n'est pas folle non plus, ce sont encore les petites batteries. Maintenant, attends. Ne te perds pas, le A6500 est sorti avant le A6400, 2016 contre 2019. La nomenclature de Sony, je ne me demande pas, j'ai du mal à comprendre. J'étais obligé de rechercher pour être sûr que je me trompais pas, encore une fois. Maintenant, une option très solide, le A6600, autour des 800 €, j'ai envie de dire, d'occasion, à toi de regarder. Toujours dans les 24 mégapixels et tu as une grosse batterie qui est la même batterie que sur les pleins formats et que sur les A6700. C'est vraiment une batterie, c'est la NPF Z100 qui est vraiment utilisée dans plein d'appareils, ce qui veut dire que si jamais tu veux faire un upgrade plus tard, tu auras tes batteries extra, tu vas pouvoir les utiliser dans les autres appareils plus modernes. Ça permet vraiment d'améliorer l'autonomie si tu compares par exemple à un 6400. Pourquoi je l'achèterais? Pour cet APS-C qui est plus complet en budget photo-vidéo, la bonne autonomie, l'IBIS comme je viens de dire. Et pourquoi est-ce que je l'éviterais? Franchement, parce que à ce prix-là, en fait, tu commences à toucher une technologie qui est un petit peu plus récente. Tu peux aussi te dire que pourquoi pas un plein format? Mais on en parle dans quelques minutes. Et maintenant, on arrive au roi de la PSC, le Sony A6700. Un appareil incroyable que j'ai eu l'occasion de tester plusieurs fois et waouh, à chaque fois, je suis bluffé. C'est un appareil qui tourne autour des 1500, 1400 € neuf. Peut-être que tu peux trouver un bon deal. Et d'occasion, tu vas peut-être économiser autour de 200 €. À toi de voir s'il y a quelque chose sur le marché. Ça peut être une bonne option, mais on commence à pousser vraiment le budget là. Du coup, on a un capteur 26 mégapixels récent, le dernier, un autofocus incroyable avec la gestion IF détection des sujets. Il est très bon en vidéo aussi si jamais tu veux en faire. C'est vraiment un très bel appareil. Alors, pourquoi est-ce que je l'éviterais? Franchement, le prix. À ce niveau-là, tu dois te demander si tu ferais pas mieux de mettre ton argent dans un meilleur objectif avec par exemple un 6600 parce que ça te fait quand même une différence de peut-être 700 €. Ça te permet d'avoir pas mal d'objectifs, peut-être même un petit voyage. Donc, franchement, le A6700, c'est une bête. À cette époque, il est encore super bien. On a l'autofocus, la science des couleurs, l'autonomie, l'IBIS, etc. Tout ce que Sony propose qui est dans les appareils haut de gamme est dedans. Mais encore une fois, tu peux avoir un 6600 plus un appareil plus encore de l'argent qui te reste pour le même prix. Donc, pour résumer un petit peu dans la PSC, le A6600, je recommande vraiment pour la grosse batterie et l'IBIS. Si tu es vraiment serré, prends un A6400 ou un 6500 si tu as besoin absolument de la stabilisation. Et enfin, un 6300, pour moi, voire même un 6500, en fait, il n'y a pas vraiment de différence de prix sur le marché d'occasion. Donc, autant prendre un A6500. Et enfin, si tu arrives à des budgets autour du A6600, A6700, tu entres aussi dans des budgets qui donnent accès à des pleins formats que je vais recommander. Donc, continue à écouter parce que ça peut te surprendre et peut-être que passer au plein format sera une bonne option. Et maintenant, mesdames et messieurs, passons au plein format. Alors, pour avoir cet avantage basse lumière, bokeh et le look plein format, tu vas devoir payer plus et pas seulement pour le boîtier. En fait, le vrai coup, ça peut aussi être dans les objectifs plein format. Il y a quelques boîtiers full frame, plein format, que je ne recommande pas du tout en 2026. On se lance tout de suite. On va commencer par ce qui va pas. Le A7 II, autour de 500 € d'occasion, 24 millions de pixels, une stabilisation, ça fait encore des très belles photos, mais franchement, c'est un boîtier de 2014, l'autonomie est bof, les menus vieux, l'autofocus un peu derrière et tout est plus lent. Surtout que si tu achètes un boîtier plein format pas cher, tu te retrouves obligé à acheter des objectifs qui sont plus chers.
Donc, au final, tu dépenses plus pour un setup qui peut être moins bon que si tu dépenses cet argent dans un A6600 ou un A6700, tu vois. Donc, souvent, un A6400 ou un A6700 plus un bon objectif te donnera un meilleur setup pour moins d'argent. Donc, pourquoi ne pas aller avec ça et ce sera plus compact. Mais il y a une bonne option encore de nos jours qui est le Sony A7 III d'occasion, autour des 800 €, même tu peux en trouver. C'est vraiment l'appareil parfait d'une certaine manière. Il a une excellente durée de vie de batterie, un très bon autofocus. C'est un vrai cheval de bataille. Je l'ai utilisé pendant des années pour faire des photos comme tu peux les voir. Je l'adorais et franchement, je te préviens, avant que tu en atteignes les limites, il va falloir aller loin. La lumière basse aussi est excellente. Note rapide, oui, il y a aussi l'option A7C qui est autour des 1000 € d'occasion. Grosso modo, c'est un A7 III en plus petit, donc très solide. Si tu veux du compact, plein format. Voilà. Ensuite, le A7 IV, le A7C2, je zappe. Pourquoi? Parce que l'occasion est trop proche du neuf au niveau des tarifs et on est plus dans les quasi 2000 €. Donc, pour quelque chose avec un budget serré, pas trop. En plus de ça, le A7 IV d'occasion, il y a quand même eu des soucis d'obturateurs qui cassent. C'est arrivé à des amis. Donc, j'irai à reculons pour prendre un A7 IV d'occasion, moi, personnellement. Ensuite, j'ai une option dont personne ne parle. Si tu veux vraiment un super délire, le RX1R2, que tu peux trouver autour des 1000 €, 1500 € à peu près, avec un autofocus plus ancien, des menus plus anciens, mais un capteur de 42 mégapixels qui est le même que sur le A7R III, avec un objectif fixe de 35 mm f2. C'est une expérience incroyable pour la photo de tous les jours. J'ai des vidéos spécialisées sur cet appareil et tu peux me voir shooter avec sur le terrain. J'ai pris des photos que j'adore avec et surtout, il est petit, compact et tu peux l'emmener tout le temps et partout. Il faut pas l'oublier, plus ton setup va être gros et moins tu auras de chance de le prendre avec toi et moins tu vas avoir la chance de progresser en photo et tu vas vite être dégoûté de la photographie et te dire j'utilise mon téléphone, ça me suffit largement. Ok, maintenant les boîtiers, c'est fait et le vrai changement, ça va être dans les objectifs. C'est là que tout va se passer. Au passage, si tu veux des réglages de base que j'utilise sur le terrain et quelques conseils, récupère ma fiche de réglage photo gratuite qui est dans la description et attaquons tout de suite sur les objectifs et ensuite je te révèle pourquoi je ne recommande pas le ZV-E10. Alors, pour les objectifs, tu fais souvent un choix entre polyvalence et ouverture. Plus ton f-stop est plus petit, donc genre f1.8, plus tu vas laisser rentrer de lumière. Et tes ISO vont être plus bas, donc tu vas être plus facile à prendre des photos en lumière basse. Ta profondeur de champ va être plus faible aussi, donc ton bokeh, ton sujet va mieux ressortir. Souvent, ces grosses ouvertures sont sur des objectifs fixes, donc avec une focale et un cadrage qui est bloqué. Si tu veux zoomer, il faut te déplacer avec tes pieds. Et si tu veux utiliser un zoom, tu vas devoir sacrifier finalement cette ouverture, sauf pour quelques rares objectifs en APS-C dont je vais te parler. Commençons tout de suite par l'APS-C, les objectifs fixes. Franchement, on se pose pas de questions. Il y a plein d'options à super prix. Si tu as un budget serré et que tu veux du portrait en basse lumière, du bokeh, prends-toi un objectif fixe. Tu vas avoir des options Viltrox à des prix incroyables, genre un 25 mm f1.7 qui va être très bien pour le quotidien, la famille, la photo de rue, le voyage, un petit peu de paysage. Ensuite, tu vas avoir le 35 mm f1.7. Ensuite, le 56 mm f1.7 aussi de chez Viltrox. Chacun de ces objectifs va être en dessous des 200 € et t'as pas besoin de chercher forcément le f1.4 sauf si tu veux payer plus. Franchement, si c'est ton premier objectif, prends-toi un 25-1.7. Sur le APS-C, ça ressemble à du 35 mm en plein format, légèrement plus large que ton champ de vision avec tes yeux. Pense un petit peu au téléphone en x1, puis tu zoomes à peine et ça va te donner un petit peu l'angle de vue que tu auras. Au niveau de l'APS-C et des zooms, alors les zooms, ils vont être plus polyvalents, comme je l'ai dit, mais ils sont souvent plus chers. Donc, si tu as déjà l'objectif kit, non, n'achète pas un autre, ne rachète pas un zoom, achète-toi un objectif fixe en premier. Garde cet objectif pour tout ce qui n'a pas besoin d'une grosse ouverture, par exemple le paysage. Et franchement, avec les bonnes conséquences, même ton objectif kit peut faire des merveilles. On peut travailler ça ensemble dans la formation 30 jours pour des photos pro. Il y a le petit lien dans la description si tu veux rejoindre la prochaine session. Mais voilà, t'omnibule pas sur le zoom. Prends-toi un objectif fixe si tu as déjà l'objectif de base. Mes recommandations en termes de zoom vont être par exemple 18-52 Sigma, le f2.8. Pour moins de 600 € neuf, tu as un objectif polyvalent, bon en basse lumière, avec un joli rendu et c'est équivalent à du 27-75 sur du plein format. Ensuite, tu vas avoir l'objectif premium, le 16-55 f2.8, qui est un peu l'équivalent, mais chez Sony. Il a un autofocus rapide, une très belle qualité. Cet objectif est plus cher, mais si tu as pris un boîtier qui est vraiment pas cher, genre un 6400, peut-être que ça vaut le coup. Voilà, regarde le marché d'occasion ou alors le neuf, un petit peu sur ce que ça donne.
Ensuite, le roi du bokeh en zoom APS-C, ça va être le Sigma 1740 f1.8 qui est sous les 1000 euros, dans les 900 euros. C'est un objectif incroyable que j'ai recommandé à beaucoup de gens dans sa version DSLR, c'est-à-dire sur les anciens appareils. Donc, tu te retrouves finalement avec un objectif fixe dans un zoom et c'est génial. Franchement, c'est génial. Tous ceux qui l'ont utilisé l'adorent et c'est un objectif qui fait des merveilles. Il est un petit peu plus gros, un petit peu plus lourd, mais je pense que voilà, pour la versatilité et avoir cette grande ouverture, c'est quelque chose qui vaut le coup. Tu peux me demander, qu'en est-il des longues focales? Perso, je suis pas fan des zooms tout en un, type 16-300. Si tu veux absolument aller aussi loin, combine ça avec un objectif fixe pas cher pour ne pas être frustré en basse lumière et garder le bokeh que tu veux. Donc un 16-300, mais avec un objectif fixe aussi. Et ensuite, pour débuter, je ne conseille pas non plus le grand angle type Sigma 10-18. C'est fun, mais en fait, ça demande plus de compétences pour faire des photos fortes que tu vas aimer. Donc, bosse d'abord sur tes bases et ensuite, peut-être, tu y reviens plus tard. Rejoins la formation 30 jours pour des photos pro et une fois que tu as tout appris, peut-être que cet objectif plus grand angle va prendre tout son sens et va être plus simple à utiliser. D'ailleurs, toutes les photos que tu vois ici ont été retouchées avec mes presets de Lightroom. C'est moi qui les ai prises, il n'y a pas d'IA. C'est moi qui les ai retouchées avec ces presets. Je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Ensuite, en plein format, les objectifs. On va avoir des objectifs plus gros, plus lourds et plus chers, mais tu peux trouver aussi des bonnes affaires. Par exemple, en objectif fixe, on va avoir le Viltrox 50 mm f2 ou 40 mm f2.5 qui est très bien pour le tous les jours, qui sont des options vraiment pas onéreuses et qui vont être parfaits pour le tous les jours, le voyage, la photo de rue, le portrait. Ensuite, un objectif que j'adore, c'est le Sony 85 f1.8 d'occasion. Tu peux le trouver autour des 300 euros pour des portraits plus serrés, pour de la lumière basse et pour aller plus loin. Ensuite, si tu cherches un peu plus large, le 24 mm ou 35 mm de Sony ou de Sigma d'occasion, tu peux aussi regarder le 7 Artisan à 35 mm f1.8 qui est autour des 300 euros, mais perso, je l'ai pas testé, donc je sais pas ce que ça vaut exactement. Ensuite, on passe dans les zooms. Alors, le 24-70 f2.8, c'est le grand classique. La dernière version du Sigma est autour des 1300 euros pour la version neuve et la version précédente, tu peux la trouver facilement en dessous des 900 euros d'occasion. Donc, c'est plus lourd, mais c'est ultra polyvalent et franchement, c'est pas comme si on prenait des mauvaises photos il y a 5 ans ou 10 ans. Une autre option un petit peu moins qualitative, mais aussi qui va te permettre d'emmener plus souvent sur le terrain l'objectif, ça va être l'option du Tamron 28-75 mm f2.8 version 2. Pourquoi cet objectif? Parce qu'il est quasiment 300 grammes plus léger, il est moins cher, tu peux le trouver sous les 800 euros et mais franchement, il va remplir un petit peu les mêmes critères que le 24-70. Mais bien entendu, tu vas perdre 4 mm à la plage large, sur l'angle de vue large. Mais d'un autre côté, avoir quelque chose de plus léger veut dire que tu l'emmèneras avec toi plus souvent, donc peut-être shooter plus. C'est un choix un peu difficile, mais franchement, si t'es en budget serré, pars sur le Tamron 28-75, te pose même pas la question. Ensuite, un super objectif petit qui prend pas de place et qui est génial. C'est une version un petit peu coupée du 24-70, c'est le 24-50 f2.8 de Sony. Si tu le trouves à un bon prix en occasion, je te le recommande énormément. Par exemple, couplé avec un A7C, c'est top. Il est petit, compact, léger, franchement, pas grand chose à dire, mais c'est pas donné, c'est du Sony. Ensuite, avec ces zooms, tu n'as pas besoin de grand chose de plus, franchement, sauf si tu veux faire des animaux ou des oiseaux ou du sport, tu peux envisager un 70-200 f4, 70-300, 24-105 f4, mais 105 mm, franchement, tu vas pas chercher les oiseaux très loin. Et ensuite, quand il s'agit des zooms à tout faire, type 20-200 mm, f3.5-6.3 ou Tamron 28-200, je comprends, c'est tentant, mais pour moi, l'ouverture variable est un gros non. Sauf si tu shootes que en pleine journée, en pleine lumière et que t'as pas besoin de cet arrière-plan très flou. Après, t'as aussi le 35-150 mm f2 2.8 de Tamron qui pourrait être une option, mais ça devient lourd, encombrant et en plus de ça, bah voilà, c'est pas donné non plus. Je ferai une vidéo dédiée au plein format parce que là, on est vite sur des objectifs à plus de 1000 euros. Je referai une vidéo séparée juste un petit peu là-dessus. Maintenant, parlons un petit peu de pourquoi pas un ZV-E10. Ah, cette partie va énerver peut-être certains, mais en fait, je suis vraiment choqué de voir à quel point le ZV-E10 et le ZV-E10 II sont recommandés pour les débutants ou pour débuter en photo. Je comprends, sur le ZV-E10, tu as un capteur APS-C 26 mégapixels, un écran orientable de bonne spec et une bonne batterie, mais en fait, il y a un énorme problème que peu de monde mentionne, c'est en fait l'obturateur électronique unique. Donc, t'as pas d'obturateur mécanique. Et en photo, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça peut vraiment détruire tes
photos en fait. Si tu shootes en intérieur, sous des LED, dans une salle de sport, un magasin ou un événement, ou alors qu'il y a des voitures avec certaines lumières, ça peut poser problème dès qu'il y a de la lumière artificielle. En fait, tu peux avoir du banding, des lignes sombres horribles dans l'image. J'ai plein de participants de la formation 30 jours pour des photos pro qui m'avaient demandé pourquoi est-ce que j'ai ça, pourquoi est-ce que j'ai ça. Et en fait, c'est parce qu'ils sont en obturateur électronique. Et pour y remédier, tu peux changer un petit peu la vitesse d'obturation, mais ça n'y remédie pas tout le temps. Le plus simple, c'est de passer en obturateur mécanique, mais c'est pas possible avec cet appareil. Donc, si tu es débutant et tu es complètement frustré parce que tu peux pas shooter avec des lumières artificielles autour de toi, ça peut être un problème. Donc, il faut pas que ça devienne vite un enfer pour toi. Si tu shootes 100% dans des endroits où il n'y a pas de lumière artificielle, pas en intérieur et tout ça, d'accord, très bien, à considérer. Donc, sauf si tu shootes quasiment tout le temps dehors en lumière naturelle, perso, je ne choisirais pas un ZVE10 pour la photographie, ni aucun appareil avec un obturateur électronique unique. Mets tout de suite un O dans les commentaires si tu es d'accord et un N si tu ne l'es pas. Donc pour récap, comme tu peux le voir, pour moins de 700, moins de 800 euros, tu peux avoir un setup très propre qui va te permettre de progresser très loin, prendre des photos avec cet arrière-plan crémeux, mettre en avant tes sujets facilement et même shooter dans des conditions difficiles. Maintenant, si tu veux mes réglages de base et mes raccourcis, télécharge ma fiche de réglage gratuite dans la description. Regarde cette vidéo si tu veux maîtriser ton autofocus chez Sony et regarde celle-là si tu veux éviter les erreurs de débutants. Et enfin, n'oublie pas, sors, va prendre des photos, essaie quelque chose de nouveau, essaie quelque chose de différent. On se retrouve dans la prochaine. Ciao!